Après qu'un terrible incendie de forêt ravage la Californie, des créatures surnaturelles se réveillent, sémant la terreur dans la ville. 2 adolescents, mordus lors de l'incident, commencent à ressentir d'étranges changements. Pour découvrir la vérité sur leur nouvelle identité et les sombres secrets qui entourent ces événements, ils devront affronter leurs peurs et s'unir. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire de la série Wolfpack de 2022. Un bélier géant, enveloppé de flammes, apparut soudainement à la lisière de la forêt. Alors que tout le monde regardait la scène avec stupeur, un grand nombre d'animaux émergea de la forêt. Les élèves dans le bus scolaire trouvèrent cette scène assez étonnante. Curieux, Austin essaya de sortir son téléphone pour tout capturer, mais Blake attrapa le téléphone et le jeta par la fenêtre. Austin, furieux, voulut sortir pour récupérer son téléphone, mais dès qu'il mit le pied dehors, les animaux de la forêt commencèrent à charger vers eux. Les autres élèves dans le bus furent terrifiés en voyant cela et s'enfuirent du bus pour essayer d'échapper à la scène. Un élève nommé Everett s'était caché dans le bus pour rester en sécurité. Cependant, l'incendie de la forêt se propagea rapidement, forçant Everett à sortir. Dès qu'Everett descendit du bus, Austin se précipita pour le prévenir de retourner à l'intérieur. Everett était pétrifié et voulait partir aussi vite que possible, mais maintenant les animaux semblaient devenus fous et commençaient à attaquer les humains. Everett vit même des créatures inhabituelles dans la fumée épaisse, ce qui l'effraya tellement qu'il s'effondra au sol à cause de son trouble anxieux. À ce moment-là, un véhicule incontrôlé se dirigea droit sur Everett. Heureusement, Blake était alerte et réussit à le sauver juste à temps. Cependant, dans ce bref instant, l'épaule d'Everett avait déjà subi une blessure importante. Blake continua de l'inciter à courir, mais juste au moment où Blake se relevait, Everett remarqua que quelque chose semblait l'avoir mordu autour de la taille. Malgré cela, Everett ne pouvait se permettre de s'inquiéter d'autre chose et choisit de courir. Après avoir atteint l'autre côté de la forêt, Everett réalisa que tout cela était causé par l'incendie de la forêt. Blake était quelque peu primitive, n'ayant ni téléphone, ni email, ni aucun appareil électronique. Le seul moyen de contacter Everett était de la trouver en personne. Blake retourna alors chez elle, mais comme sa maison était dans la zone sinistrée, son père Roberto prévoyait de la mettre en sécurité avec son frère Danny. En faisant ses bagages à la maison, Blake remarqua la blessure à sa taille. Étrangement, même si elle avait une plaie importante à la taille, Blake ne ressentait aucune douleur. Voyant que la plaie ne saignait pas et ne faisait pas mal, Blake ne prêta pas beaucoup d'attention et continua à emballer ses affaires. Cependant, Blake ne savait pas que cette blessure changerait sa vie à jamais. Pendant ce temps, Everett avait été ramené à l'hôpital par l'équipe de secours. Quand Everett se réveilla, il sentit soudainement quelque chose d'inhabituel sur le lit à côté de lui. Curieux, il tira le rideau pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, il trouva un bélier géant allongé sur le lit à côté de lui. Alors qu'Everett se sentait perplexe, un médecin entra et interrompit son hallucination. Le médecin dit à Everett que sa blessure n'était pas grave et qu'il n'avait besoin que de quelques jours de repos avant de pouvoir être sorti de l'hôpital. Mais dès que le médecin partit, le téléphone à côté du lit d'Everett sonna. Voyant que personne ne venait répondre, il se leva simplement pour décrocher lui-même le téléphone. « Sors de l'hôpital. »« C'est qui ? » ?»« Quitte tout de suite l'hôpital, prends tes affaires et va-t'en. » Everett paniqua en entendant cela. À ce moment-là, ses parents arrivèrent également à l'hôpital pour le voir. Mais en même temps, Everett ressentit soudain une douleur aiguë dans sa blessure et ses bras semblèrent émettre une étrange lueur rouge, ce qui le fit s'évanouir. De l'autre côté, le père de Blake était déjà parti en voiture. Pour une raison inconnue, Blake, qui n'avait jamais souffert du mal des transports, ressentit soudain une vague de vertige, puis elle sembla également avoir des hallucinations. Peu de temps après, la famille de 3 personnes arriva dans un motel pour y rester temporairement. Mais à peine installé, Danny fit remarquer que la peau de Blake changeait. Étonné, Blake se précipita vers le miroir pour voir ce qui se passait. À sa grande surprise, elle constata que son visage, autrefois marqué par l'acné, était devenu incroyablement lisse. Alors que Blake se demandait si elle voyait des choses, une douleur aiguë provenant de la plaie à sa taille interrompit son observation. Blake tomba au sol de douleur, mais la douleur ne dura pas longtemps. Lorsqu'elle se releva, le miroir s'était étonnamment transformé en écran de télévision. Sur l'écran se trouvait Everett, le garçon qu'elle avait sauvé. En même temps, Everett dans le miroir tourna la tête et sembla voir Blake. Réalisant que quelque chose n'allait pas avec elle-même,
Blake décida de ne pas se reposer au motel, mais de sortir pour découvrir ce qui se passait avec son corps. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une fille nommée Luna se précipita dans un bar à la recherche de son frère jumeau, Arlon. Luna était là pour trouver son frère à cause de l'incendie de la forêt. Leur père, Garrett, était un garde forestier pour cette forêt et avait disparu après le début de l'incendie. Luna croyait que leur père pourrait être piégé dans la forêt par le feu. Elle voulait trouver son frère pour l'aider à rechercher leur père, car ils avaient des capacités extraordinaires. Ils trouvèrent son camion, mais pas lui. Suivant les instructions de l'appel téléphonique, Everett s'échappa discrètement de l'hôpital lorsque le médecin partit. Pendant ce temps, Blake décida également de rentrer chez elle pour découvrir ce qui se passait. Mais en courant, elle ne remarqua pas que sa vitesse avait surpassé celle d'Usain Bolt et qu'elle était même plus endurante que lui. Blake rentra bientôt chez elle, et à sa surprise, elle rencontra que Everett était là. Il s'avéra qu'Everett était venu chercher Blake parce qu'il l'avait vu. Comme Blake n'avait aucune information de contact, Everett dut la trouver chez elle. Mais Blake ne savait toujours pas ce qui se passait. N'ayant pas d'autre choix, ils entrèrent ensemble dans la maison pour enquêter, mais ils ne trouvèrent toujours rien d'utile. Voyant cela, Everett montra son épaule blessée à Blake. Mais dès qu'il enleva sa chemise, Everett réalisa qu'il avait maintenant des abdominaux en tablettes de chocolat, ce qui était étrange car il n'en avait jamais eu auparavant. Cependant, Blake ne fut pas du tout surprise, car elle avait connu une amélioration drastique de sa peau après sa blessure. Pendant qu'ils discutaient de leurs changements respectifs, un loup-garou apparut soudainement à l'extérieur de la maison. Le loup-garou les attaqua sans hésitation. Everett et Blake essayèrent désespérément de s'échapper, mais le loup-garou ne leur laissa aucune chance. La sortie étant bloquée et leur vie en danger, l'anxiété d'Everett refit surface. Pendant ce temps, au fond de la forêt, un homme masqué trébuchait à travers le feu. Face aux flammes environnantes, l'homme réalisa que ses chances de s'échapper étaient minces. Il sortit alors un enregistreur vocal préenregistré et laissa un message pour ses enfants, Luna et Arlon. Il parla de l'unicité de Luna et mentionna qu'il serait capable de trouver d'autres personnes comme eux. Après avoir dit tout cela, Garrett voulut encore tenter de s'échapper. Après avoir rangé l'enregistreur vocal, il continua de fuir le long du ruisseau. Everett et Blake étaient maintenant en sécurité. Blake sentit qu'elle devait vérifier la sécurité de sa famille, alors elle dit au revoir à Everett. Juste au moment où Blake partit, Everett reçut un appel d'un numéro inconnu. L'appelante se présenta comme Kristen, une enquêtrice du service des incendies. Elle appela Everett parce qu'il avait trouvé des preuves inhabituelles à la lisière de la forêt. Il soupçonnait que l'incendie de la forêt était un acte criminel. Il croyait que l'incendiaire pouvait être un mineur et soupçonnait même que l'incendiaire était dans le bus scolaire avec Everett. L'incendiaire que je recherche pourrait avoir été assis juste à côté de toi, regardant l'incendie par les fenêtres, regardant les gens brûlés vifs. Mais juste au moment où Everett finit d'écouter et posa le téléphone, il commença à ressentir un mal de tête. En même temps, Blake éprouva les mêmes symptômes sur le chemin du retour. Soudain, ils se figèrent tous les deux, leurs yeux devenant blancs. Ces symptômes apparurent également chez Luna et son frère alors qu'ils cherchaient leur père. Lorsque les symptômes s'atténuèrent, ils commencèrent tous à courir dans la même direction, comme s'ils étaient appelés. Ils se retrouvèrent finalement dans une clairière. Étrangement, dès que les quatre se rencontrèrent, leurs yeux commencèrent à briller en jaune. Luna et son frère n'étaient pas surpris malgré la bizarrerie de la situation, mais ils ne le montrèrent pas. À ce moment-là, Blake sembla voir quelque chose de terrifiant à nouveau et s'enfuit la première. Voyant cela, Everett la poursuivit. Luna et son frère les suivirent de près. Cependant, ils n'avaient pas couru très loin avant que Blake ne heurte un pompier qui travaillait sur le sauvetage. Voyant des mineurs dans la zone de feu, le pompier décida immédiatement de les ramener chez eux. Ainsi, ils furent tous forcés de retourner chez eux. De retour au motel, Blake voulut vérifier sa taille blessée, mais lorsqu'elle souleva sa chemise, elle découvrit que sa blessure n'avait plus aucune trace. De plus, sa peau du visage était devenue de plus en plus parfaite. Juste au moment où elle allait admirer sa peau, elle vit soudain une figure avec des crocs dans le miroir, mais ce n'était que le début. Pensant que c'était juste une hallucination, Blake retourna dans sa chambre et reçut un message vocal. Tu n'es pas en sécurité. Pendant ce temps, Luna et son frère furent également renvoyés chez eux.
Puisque leur père était le garde forestier disparu, les pompiers expliquèrent la situation de l'incendie sur une carte et indiquèrent la zone où leur père pourrait se trouver. Après le départ des pompiers, ils commencèrent à discuter d'Everett et de Blake. Luna pensa qu'ils pourraient être comme eux. Cependant, Arlon n'était pas d'accord. Il croyait qu'Everett et Blake avaient simplement été mordus et que leur corps subissait des changements incontrôlables. Il pensait qu'ils pourraient ne pas être comme eux et pourraient même être des ennemis. Everett voulait se coucher, mais peu importe combien il essayait, il ne pouvait pas dormir. Il était aussi alerte que pendant la journée. Blake éprouva les mêmes symptômes. Lorsqu'ils se réveillèrent enfin, une journée entière avait passé. Pendant leur sommeil, ils avaient inconsciemment bloqué les portes de leur chambre. Après s'être réveillés, Everett fut informé que la police était chez lui pour l'interroger à propos de l'incendie de forêt. Parmi eux se trouvait l'enquêtrice Kristen. Mais Everett affirma qu'il ne savait rien. Refusant de mentionner quoi que ce soit sur ses camarades de classe ou ce qui s'était passé dans le bus scolaire, la police le plaça en résidence surveillée. Au crépuscule, un des camarades de classe d'Everett, nommé Connor, vint chez lui pour étudier. Pendant qu'il parlait, Connor mentionna qu'il semblait avoir été mordu par un coyote ou un lion ce jour-là. Everett paniqua instantanément en entendant cela, pensant que Connor pourrait devenir quelqu'un comme lui. Il demanda rapidement à Connor de lui montrer la blessure. Cependant, il s'avéra que la blessure de Connor était effectivement une morsure de coyote. Voyant que la blessure de Connor ne guérissait pas rapidement comme la sienne, Everett se sentit soulagé. Mais par précaution, il dit à Connor de l'appeler si quelque chose d'inhabituel se produisait. Pendant ce temps, Blake, qui avait remarqué sa nouvelle vitesse comparable à celle de Bolt, décida de tester à quelle vitesse elle pouvait vraiment aller. Après quelques tests avec Danny, ils ne remarquèrent rien d'inhabituel. Alors que Blake se reposait allongé sur le sol, Kristen apparut soudainement. Connor était de retour à l'hôpital pour faire changer son plâtre à cause d'un os cassé, mais au moment où le médecin lui faisait une injection, il ressentit soudain une douleur aiguë dans son bras qui se propagea dans tout son corps. Après le départ de Kristen, Everett s'échappa discrètement pour retrouver Blake, disant qu'il sentait que quelque chose n'allait pas avec l'approche de la pleine lune. Everett pensait que cela pourrait être une période difficile pour eux et vint discuter d'un plan avec Blake. Luna ressentait également ce pressentiment, mais contrairement aux autres, elle remarqua un mouvement à l'extérieur de sa maison. Alors que Luna s'approchait de la porte pour mieux voir, un cheval blanc surgit soudainement par la porte. Connor, soupçonné d'avoir une allergie médicamenteuse, reçut un sédatif à l'hôpital, ce qui le ramena à la normale. Mais le sédatif ne dura pas longtemps et Connor se réveilla à nouveau. En se réveillant, Connor reçut un appel d'un numéro inconnu. L'appelant, tout comme celui qui avait averti Everett, conseilla à Connor de fuir. Vous êtes qui? Il faut fuir. En disant que quelque chose le traquerait par son odeur et que s'il ne partait pas, il serait mort. Paniqué, Connor suivit le conseil de l'appelant et se prépara à sortir discrètement de l'hôpital. En même temps, Everett et Blake conclurent à travers leur discussion qu'ils pourraient en réalité se transformer en loups-garous, comme dans les mythes. Juste à ce moment-là, Everett reçut un appel de Connor. Connor dit qu'il sentait que quelque chose le traquait. Ce n'était pas un coyote, mais un loup-garou. En entendant cela, Everett se dirigea immédiatement vers l'hôpital avec Blake. À l'hôpital, Connor vit la silhouette d'un loup-garou à l'extérieur de la porte, mais avec son immobilité, il fut rapidement repéré par le loup-garou. À ce moment-là, Luna et son frère reçurent également un appel de l'hôpital et y arrivèrent. Les pompiers venaient de trouver leur père à peine vivant à la lisière de la forêt, donc ils appelèrent Luna et son frère pour venir s'occuper de lui. Pendant ce temps, Everett et Blake étaient arrivés à l'hôpital, mais ils étaient déjà trop tard, car Connor était dans une situation désespérée. Connor tenta de s'échapper par une clôture brisée, mais se retrouva coincé avec son plâtre dans le fil de fer. Entendant les bruits étranges autour de lui, Connor saisit une pierre à proximité en désespoir de cause. Il devait briser le plâtre pour avoir une chance de s'échapper. Cependant, il était déjà trop tard. La police trouva Luna et son frère, et tout comme avec Everett, ils voulaient en savoir plus sur l'incendie de forêt. Everett, suivant les indices de l'appel de Connor, arriva à la clôture brisée, mais il n'y avait aucun signe de Connor, seulement les morceaux brisés de son plâtre. Juste à ce moment-là, Kristen apparut, accompagnée de Blake. Blake fut stupéfait par ce qu'il vit devant lui, car Everett était maintenu contre le mur par un loup-garou,
avec la bouche béante, prête à lui mordre la tête. Everett paniqua aussi, mais dans la seconde suivante, un autre camarade de classe le sauva. Il y a seulement 2 jours et demi, Everett et Blake étaient de simples élèves de lycée, mais un étrange incendie de forêt les avait transformés en loups-garous. Une détective nommée Kristen avait également remarqué leur transformation. De plus, puisque le service d'incendie suspectait maintenant qu'un groupe de mineurs avait causé l'incendie, Everett, Blake et les frères et sœurs Luna furent tous emmenés au poste de police pour enquête. À l'origine, l'incendie n'avait rien à voir avec eux. Everett avait prévu de faire le malin pour passer à travers, mais un incident inattendu se produisit lors de l'interrogatoire. Pendant qu'Everett était interrogé par Kristen, leur conversation fut entendue par Arlon, dont l'ouïe était particulièrement fine dans la pièce voisine. Arlon avait initialement voulu faire une remarque désinvolte, mais ne s'attendait pas à ce qu'Everett entende ces murmures. Arlon était très curieux de cela, car l'ouïe d'Everett ne différait pas de celle d'une personne ordinaire. Alors comment avait-il réussi à entendre ces chuchotements? Mais juste au moment où Arlon soulevait cette question, Blake et Luna, dans les 2 autres pièces, déclarèrent également avoir entendu sa voix. Cependant, leur comportement semblait maintenant correspondre à celui de personnes se parlant à elles-mêmes aux yeux des autres, car ils n'entendaient pas des mots, ils partageaient leur conscience cérébrale. En d'autres termes, leur voix apparaissait directement dans l'esprit des autres. Tout cela se produisait parce qu'ils étaient rassemblés ensemble. Tant que les loups se rassemblent, tous leurs sens peuvent faire un saut qualitatif. Les 4 loups-garous n'étaient pas une exception. Pour Everett, qui souffrait déjà d'anxiété et manquait de puissance cérébrale, Luna et les autres décidèrent d'utiliser cet avantage pour lui apprendre à faire face à l'interrogatoire. Mais juste au moment où ils allaient terminer l'interrogatoire de Kristen, Arlon fut pris pour cible par un autre policier, Tran. Tran en voulait à Arlon et aux autres parce que l'incident de l'incendie forestier l'avait empêché de finir son travail à temps. Il ignora les ordres de son supérieur et interrogea Harland en privé. Mais juste au moment où Tran allait accuser Harland de manière fabriquée, le père de Harland, Garrett, arriva soudainement. Garrett avait l'intention d'emmener ses enfants avec lui. Comme la police n'avait aucune preuve pour prouver que Luna et les autres étaient des pyromanes, il n'avait pas le droit de les arrêter pour interrogatoire. En quittant le poste de police, Luna informa discrètement Garrett de la situation d'Everett et Blake. En entendant cela, Garrett réalisa la gravité de la situation et emmena les 4 d'entre eux hors du poste de police. Cependant, peu de temps après leur départ, un autre suspect dans l'affaire d'incendie, Phoebe, eut un accident. Alors que Phoebe s'apprêtait à monter dans sa BMW pour rentrer chez elle, elle découvrit que quelqu'un avait crevé ses pneus et que les coupures semblaient avoir été faites par des griffes de loup. Phoebe pensa qu'il s'agissait d'une farce et était sur le point d'appeler son père pour qu'il vienne la chercher, lorsque tous les autres pneus se dégonflèrent mystérieusement un après l'autre. Sur le chemin du retour, Luna expliqua ses récentes expériences à Garrett, mais Garrett ne fut pas surpris car il avait lui-même été ciblé par des loups-garous. Ils retournèrent ensuite chez Garrett. Garrett expliqua que les loups-garous étaient très dangereux et les avertit de ne pas quitter sa maison. Il conduisit les frères et sœurs Luna dans une pièce pour discuter. Comme les Luna n'avaient pas été mordus pour se transformer en loup-garou, mais qu'il était né loup-garou, le loup-garou qui voulait les chasser pourrait être leur père biologique. Il ajouta qu'ils devaient sortir pendant 20 minutes et que, pendant ce temps, personne ne devait sortir de la maison. Après avoir dit cela, Garrett partit. Personne ne savait où il allait, mais dès que Garrett sortit, une voiture de police arriva chez lui. Pendant son absence, les 4 personnes à l'intérieur suivirent les instructions de Garrett, fermèrent les portes et les fenêtres à double tour, puis commencèrent à discuter de leur capacité spéciale. Harland avait une ouïe extrêmement aiguë, Luna un sens de l'odorat exceptionnel, Everett possédait une force destructrice colossale, et Blake avait une vitesse plus rapide que celle de Usain Bolt. De plus, leurs capacités se synchronisaient lorsque les 4 étaient ensemble, ce qui était leur effet de meute. Mais juste au moment où ils discutaient, il y eut un coup à la porte. Cependant, Garrett n'était parti que depuis une dizaine de minutes, et c'était au milieu de la nuit. Qui pouvait bien frapper à la porte maintenant? Mais comme Luna et les autres ne répondirent pas, la personne à l'extérieur se présenta comme étant Tran du département de police, disant qu'il voulait parler à Harland à nouveau. Tran affirma qu'il avait été un peu précipité avec Harland au poste de police. Entendant que Tran n'avait pas de mauvaises intentions, Harland se détendit et sortit de la maison. Mais dès qu'il franchit le seuil, Tran le pinça contre le mur. Il était clair que Garrett avait irrité Tran au poste de police,
Alors Tran profita de l'occasion pour exprimer sa frustration sur Harland pendant que Gareth était absent. Cependant, Tran ignorait à quel point ses actions étaient imprudentes. Harland courut rapidement à l'intérieur pour informer les autres que les loups-garous étaient réapparus. Luna appela immédiatement Gareth après avoir entendu cela. En entendant parler des loups-garous, Gareth fit demi-tour avec sa voiture et rentra chez lui. Gareth dit également à Harland qu'il y avait une arme dans l'écurie et qu'il devait la récupérer pour se protéger. Suivant les instructions de leur père, Harland et Luna coururent rapidement vers l'écurie. Everett et Blake, ignorant où se trouvaient les frères et sœurs Luna, étaient sur le point de sortir pour voir ce qui se passait. Mais alors, de manière inattendue, ils reçurent à nouveau cet appel mystérieux. Le jour sera bientôt là. Vous nous surveillez? Est-ce qu'on est toujours en danger? Ne quittez pas la maison. L'appelant les avertit de ne pas sortir car la lune était sur le point d'atteindre son sommet et qu'ils seraient en sécurité s'ils pouvaient supporter ce moment. Mais clairement, Everett était désobéissant. Après que la personne mystérieuse ait raccroché, lui et Blake sortirent. Dès qu'ils furent dehors, ils restèrent figés, car les loups-garous étaient déjà là. Après le départ des loups-garous, Everett était perplexe quant à la raison pour laquelle il ne l'avait pas tué. Luna suggéra qu'il n'était peut-être plus des proies pour les loups-garous, qu'il était peut-être connecté. Peu après, Gareth rentra chez lui. À ce moment-là, Harland l'affronta directement avec les balles en argent, exigeant de savoir pourquoi il avait préparé ces balles. Ne savait-il pas qu'elles pouvaient tuer les loups-garous? Alors Gareth leur expliqua tout. Il s'avéra qu'il y a 16 ans, alors que Gareth était un garde forestier ordinaire, il effectuait sa patrouille habituelle dans la montagne un jour où il trouva par hasard 2 louveteaux abandonnés dans une tanière. Voyant les faibles petites créatures, Gareth décida de les sauver. Mais dès qu'il ramena les 2 louveteaux à la maison, leurs pattes se transformèrent en mains de bébés juste devant lui. Bien que surpris, Gareth n'en parla à personne. Il élevait les 2 loups-garous sous prétexte d'adopter des bébés abandonnés. Ils s'appellent Luna et Harlan. Quant aux balles d'argent, c'était à cause de Luna quand elle était jeune. Une nuit de pleine lune, Luna ne dormit pas et courut à l'écurie, apparemment convoquée là-bas. Mais quand les chevaux de l'écurie virent Luna, ils devinrent fous furieux et tentèrent de la tuer. Dans un moment où sa vie était en danger, Luna se transforma. Après avoir appris cela, Gareth fut terrifié. Alors il fabriqua des balles d'argent au cas où, en se basant sur des histoires mythiques. Cependant, Gareth n'avait jamais utilisé ces balles. Il ne savait donc pas si elles pouvaient réellement tuer des loups-garous. De l'autre côté, au commissariat, Austin fut amené pour être interrogé. Austin ne cacha rien. Il dit que lorsqu'il sortit de la voiture pour prendre son téléphone ce jour-là, il vit quelque chose d'étrange dans la brume noire. Il était grand, avec une fourrure noire profonde, mesurant environ 7 pieds de haut, avec des crocs et des griffes. Il s'avère que Christine soupçonnait également un monstre, car c'était exactement les descriptions qu'elle avait tirées de la bouche des autres étudiants. Cependant, Austin n'avait pas l'intention d'en dire beaucoup plus et quitta le commissariat avec colère. Christine n'essaya pas d'arrêter Austin car elle avait déjà obtenu ce qu'elle voulait. Puis Christine arriva à la clôture où Connor avait disparu. Regardant les bandages sur le fil, Christine s'allongea sur le sol, essayant de trouver des indices en imitant la position de Connor. Mais juste au moment où elle s'allongea, elle entendit soudain un bruit. Lorsqu'elle se releva, elle découvrit que le bélier couvert de feu était venu ici, et qu'il avait d'énormes marques de griffes sur son corps. Pendant ce temps, Gareth renvoya Everett et Blake chez eux. Avant de partir, Luna savait que Blake n'avait pas de téléphone, alors elle écrivit son numéro sur le bras de Blake avec un stylo semi-permanent. Sur le chemin du retour, Gareth leur dit de continuer à aller à l'école comme d'habitude. Pour l'instant, ils devraient faire comme si de rien n'était et tout lui laisser. Mais dès qu'Everett revint à l'école, Austin le trouva. Austin dit qu'il était sérieusement affecté par l'incident et espérait obtenir l'aide d'Everett. Cependant, Everett avait promis à Gareth de ne rien dire, alors il repoussa Austin avec une vague excuse. Puis il était temps pour leur examen. Alors qu'il écrivait, quelque chose d'inattendu se produisit. Il semblait que l'anxiété d'Everett avait repris le dessus, sa main tremblant de manière incontrôlable alors qu'il tenait son stylo. Ce symptôme apparut également chez Blake. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, les frères et sœurs Luna arrivèrent. Il était clair qu'il était également affecté. Tout cela était dû au fait qu'ils s'étaient rassemblés tous les 4, déclenchant à nouveau l'effet de meute. En conséquence, tout le monde devint très irritable. Puis Harlan et Everett se sont affrontés. Cela montrait que chaque fois qu'ils se rassemblaient, cela se produisait. Dans la nature, lorsque les loups se rassemblent, la prochaine chose à faire est de chasser et de tuer. Ces loups-garous ne faisaient pas exception. À cause de cela, Blake pensait qu'ils ne devaient pas rester ensemble,
car elle ne voulait tuer personne, alors elle a choisi de partir. Everett ressentait la même chose. Pendant ce temps, au poste de police, Garrett s'est approché de Christine parce qu'il voulait former une alliance. Il avait l'intention d'utiliser la police pour l'aider à tuer les loups-garous. Voyant la valeur des informations de Garrett, Christine l'emmena à la morgue pour voir le bélier mort. Voyant les blessures du bélier, Garrett dit immédiatement que c'était l'œuvre de loups-garous. Mais Christine était encore un peu sceptique. Voyant cela, Garrett continua à expliquer. De l'autre côté, quand Blake rentra à la maison, son père, qui devait sortir pour travailler, lui acheta un téléphone pour rester en contact. Il dit aussi à Blake que pendant son absence, un homme mystérieux avait appelé pour demander de ses nouvelles. Mais Danny avait pris tous les appels. Blake se dépêcha d'aller demander à Danny ce que l'homme mystérieux avait dit. Danny ne dit pas un mot, mais écrivit quelque chose sur la planche à dessin. Quand Blake le prit, il y avait écrit « Sans eux, tu ne survivras pas ». À ce moment-là, le téléphone que Roberto lui avait acheté sonna à nouveau. Blake n'avait pas prévu de répondre. Elle prit Danny et quitta le motel. Blake emmena ensuite Danny à son travail à temps partiel. Everett pensait que cela l'aiderait à éviter tout. Mais alors qu'elle s'apprêtait à terminer son service, une étrange voiture noire s'est arrêtée. La personne dans la voiture n'a fait aucun mouvement. Il a bloqué l'entrée pendant un long moment avant de sortir de l'argent pour payer la taxe. En voyant cette étrange voiture noire, Blake craignit qu'il soit là pour voler quelque chose dans le garage. Après avoir rassuré Danny, elle se prépara à suivre la voiture pour voir ce qui se passait. Mais après avoir erré, elle ne trouva aucune trace de la voiture noire. Frustré, Blake décida de vérifier les images de surveillance. Mais la salle de surveillance était vide, et les moniteurs s'étaient directement dirigés vers son poste. Et c'est à ce moment-là que Danny, qui était au poste, sembla entendre quelque chose. Curieux, Danny regarda dehors et vit le loup-garou s'approcher. Terrifié, il se cacha rapidement sous une chaise. En voyant que Danny avait disparu du poste de garde, Everett sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. À son insu, les images des caméras de surveillance avaient été synchronisées avec la télévision de la maison d'Everett. Et quand Everett tourna la tête, il découvrit que le poste de garde était apparu d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de sa maison. Blake chercha frénétiquement Danny dans tous les recoins du parking. Mais peu importe combien elle cherchait et appelait Danny, il n'y avait aucune trace de lui. Même quand elle atteignit le toit, elle ne trouva rien. Désespéré, Blake courut vers la clôture et cria le nom de Danny. Blake se précipita vers la cabine pour appeler la police. Juste au moment où elle terminait l'appel et leva les yeux, elle fut étonnée de voir Everett tenant Danny dans le parking. Blake courut rapidement pour vérifier Danny. Elle vit qu'il tenait une touffe de fourrure grise dans sa main. Blake demanda d'urgence à Everett ce qui s'était passé. Mais Everett dit qu'il ne savait rien. Il venait d'entendre les cris de Blake alors qu'il était à la maison, puis d'une manière ou d'une autre, il tenait Danny et apparut ici. Alors qu'il réfléchissait à cela, ils virent les frères et sœurs Luna courir. Blake demanda rapidement s'ils étaient venus parce qu'il avait entendu crier. Mais Luna répondit. À ce moment-là, de l'autre côté de la ville, sur un bâtiment pourri, le corps d'un homme était traîné vers le haut par quelque chose. L'homme a ensuite été emmené à l'intérieur du bâtiment et jeté quelque part. C'est vrai, hier encore, Luna et les autres se sont à nouveau réunis à cause des hurlements de Blake. Mais c'est aussi parce que le loup-garou a pris Danny cette fois-ci qu'Everett comprend enfin pourquoi le loup-garou ne leur fait pas de mal. Parce que maintenant, ils sont tous devenus des loups-garous. Bien qu'ils ne soient pas aussi féroces et sanguinaires que ce loup-garou, ils font désormais partie de la meute de loups, donc le loup-garou les protège en fait. Le loup-garou a pris Danny parce que Danny, qui est autiste, a frappé Blake. Et il en va de même pour Tran, qui a plaqué Harlan contre le mur plus tôt. Le loup-garou les considère comme ses proches, donc tout ce qui s'est passé avant était pour les protéger. Cependant, alors qu'ils discutaient de cela, Everett a reçu un autre appel mystérieux et inconnu. Mais maintenant qu'ils connaissent le secret du loup-garou, Everett décide de ne pas répondre. Pourtant, au fil du temps, Harlan et Luna reçoivent le même appel mystérieux. À contre-cœur, réalisant qu'ils ne peuvent pas l'éviter, Everett appuie finalement sur le bouton de réponse. L'appel bizarre laisse tout le monde perplexe. Heureusement, Luna, qui est cultivée, dit que c'est l'histoire de Lycaon écrite par un poète romain. Dans cette histoire, Lycaon est un roi, mais il fait des offrandes de chair humaine à Zeus. Dans sa colère, Zeus détruit le royaume de Lycaon et transforme Lycaon en loup-garou, faisant de lui le premier loup-garou du monde. L'appelant mystérieux dit alors qu'il tue des gens chaque nuit, et que ces meurtres sont à cause de 4. De plus, comme la nature du loup-garou est de tuer, il chassera, puis tuera, puis se cachera. Ce cycle se poursuivra sans fin jusqu'à ce qu'il puisse être contrôlé. Et maintenant, le seul moyen est que les 4 s'unissent pour l'arrêter. Après avoir dit cela,
la personne mystérieuse leur envoie un emplacement téléphonique. Ils se rendent immédiatement à l'emplacement envoyé par l'appelant mystérieux. Parce que c'est là que le loup-garou frappera ensuite. Ils sont arrivés sur place et ont vu un véhicule renversé. En y regardant de plus près, ils ont trouvé le médecin qui avait précédemment soigné Everett allongé à l'intérieur de la voiture. Voyant cela, ils se préparèrent à la hâte à retirer la portière de la voiture pour sauver le médecin. Cependant, même après avoir réussi à retirer la porte, il était trop tard. Il est clair qu'étant donné leur expérience limitée, les 4 auraient extrêmement du mal à arrêter la chasse du loup-garou. Maintenant, la seule option pourrait être demain soir. Parce que demain soir est une pleine lune, ils pourraient acquérir une force puissante grâce à la lune. Ensuite, ils sont retournés à l'école et ont repris leurs cours comme d'habitude. Mais à leur grande surprise, dès leur retour, ils ont vu la police et le père de Luna, Garrett, enquêtant sur l'affaire d'incendie criminel de la forêt. De plus, la police avait les yeux rivés sur un étudiant nommé Cyrus. Parce qu'il était le premier à connaître le meilleur endroit pour observer l'incendie de forêt. À ce moment-là, Everett et les autres se sont réunis dans les toilettes pour avoir une discussion secrète. Parce qu'il avait reçu une autre adresse de la part du mystérieux appelant, et celle-ci était celle d'une autre camarade de classe nommée Tia. Par coïncidence, Tia avait invité d'autres camarades de classe chez elle pour une fête ce soir, ce qui leur donnait une excuse parfaite pour se fondre dans la masse. Pendant ce temps, Cyrus était interrogé par l'enquêteur, Christine. Parce que le père de Cyrus était également un pompier qui était mort dans un incendie de forêt 16 ans auparavant. Christine soupçonnait qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux incendies. Everett et les autres, voulant se démarquer à la fête, sont allés à la salle de sport pour s'entraîner. C'est pendant cet entraînement qu'Everett a soudainement eu une pensée. C'est-à-dire Arlan et Luna. Puisqu'il était passé de loup à humain, selon les lois de conservation de l'énergie et la 3e loi de Newton, était-il possible qu'il puisse se retransformer en loup par un moyen quelconque ? Ou peut-être que ces lois pourraient également s'appliquer à ce loup-garou. Mais le plus important à ce moment-là était d'assister à la fête et d'empêcher le loup-garou de faire des ravages. Ainsi, avec les champignons hallucinogènes qu'Arlan avait apportés, ils ont réussi à pénétrer dans la maison de Tia. Pendant ce temps, la police, après avoir libéré Cyrus, s'est rendue au meilleur endroit pour observer l'incendie en fonction de l'adresse fournie par Cyrus. Effectivement, de là, ils avaient une vue parfaite de l'ensemble de l'incendie de forêt. En utilisant des images de drone et l'expérience forestière chevronnée de Garrett, ils ont découvert que c'était à cet endroit que l'incendiaire avait mis le feu. L'incendiaire avait utilisé un drone pour livrer un engin incendiaire dans les montagnes, déclenchant l'incendie de forêt, puis avait regardé tout le spectacle depuis ce point de vue, comme s'il avait un autre objectif. Cependant, au milieu de la fête, un événement inattendu s'est produit. Tout d'abord, alors que Arlan faisait une pause, lui et Cyrus ont développé une sympathie mutuelle, alors ils ont voulu échanger leur numéro de téléphone. Mais dès que Arlan a composé le numéro de Cyrus, son téléphone l'a affiché comme un numéro inconnu. Puis il y avait Austin, un autre étudiant à la fête, qui a essayé d'utiliser son téléphone pour capturer les moments amusants. Comme prévu, Blake a jeté le téléphone d'Austin dans la piscine. En colère, Austin a sauté dans la piscine pour récupérer son téléphone. Mais juste au moment où il a atteint le fond et a attrapé son téléphone, il a vu un loup-garou dans l'eau devant lui. Terrifié, Austin nage frénétiquement vers la surface. Alors que les autres étaient perplexes, le loup-garou a émergé de l'eau. Pendant ce temps, la police, à la recherche de plus d'indices, s'est séparée pour enquêter sur le bâtiment. Au cours de leur recherche, Christine et un autre officier ont trouvé un grand nombre de corps dans une cage d'ascenseur. L'officier était curieux de savoir qui pouvait être aussi impitoyable. Alors qu'il était sur le point de vérifier si le loup-garou était parti, ils virent qu'il rôdait toujours à l'extérieur. À contre-cœur, ils se retirèrent à l'intérieur de la maison. À leur insu, le loup-garou s'était déjà transformé en humain et se mêlait à eux. En se cachant, Everett remarqua un camarade de classe qui semblait encore plus effrayé que lui. Everett voulut le réconforter, mais le camarade de classe dit qu'il semblait d'avoir oublié son propre nom et qu'il était de plus en plus terrifié à mesure qu'il parlait. Everett pensa que le camarade de classe avait pris trop de champignons hallucinogènes, et alors qu'il s'approchait pour lui apprendre à respirer, Blake éteignit soudainement les lumières, l'interrompant. Quand Everett se retourna, le camarade de classe avait disparu sans laisser de traces. Everett demanda aux autres s'ils l'avaient vu, mais tout le monde dit que non. Il pensait qu'il s'était peut-être égaré après avoir trop bu ou que l'observation du loup-garou était une hallucination collective causée par les champignons. Alors, Cyrus s'est porté volontaire pour aller le chercher. Voyant son bon ami sur le point de prendre un risque, Arlan a immédiatement décidé de l'accompagner. Mais juste au moment où il partait, Christine est arrivée avec la police. Ils sont là pour trouver Cyrus. Il était clair qu'il était venu à cause du point d'observation du feu dans le bâtiment. Mais Arlan et Cyrus étant déjà partis,
Everett a parlé à Garrett de l'apparition du loup-garou. Pendant ce temps, Harlan et Cyrus avaient atteint la colline arrière. À leur arrivée, Harlan a senti que quelque chose n'allait pas et a voulu partir, mais Cyrus ne voulait pas manquer cette occasion de passer du temps ensemble. Alors qu'il était sur le point de trouver un endroit pour se reposer, Harlan a soudainement vu un loup-garou apparaître derrière Cyrus. Au même moment, Christine est apparue derrière eux. Entendant des coups de feu, Garrett et les autres se sont immédiatement dirigés vers la colline arrière. Christine a commencé à négocier avec le loup-garou, croyant qu'il ne pouvait pas contrôler sa nature de loup. Et Christine dit qu'elle a des moyens de l'aider à le contrôler, donc tant qu'il est disposé, Christine a proposé d'être un guide pour l'aider à gérer. Alors que Christine continuait à persuader, le loup-garou a répondu. Mais juste à ce moment-là, d'autres officiers sont arrivés. Et Garrett s'était déjà retrouvé face à face avec le loup-garou. Après avoir échoué à capturer le loup-garou, ils sont retournés au manoir. Cependant, lorsque le shérif Jason leur a demandé ce qu'il avait vu, Christine et Garrett ont tous deux affirmé avoir vu un gros ours noir. Ils ont donc quitté les lieux. Pendant ce temps, Garrett a dit à Luna et aux autres de rentrer chez eux. Mais maintenant, Harlan et Cyrus étaient introuvables. Quand Everett est rentré chez lui, son père, David, l'attendait. David a dit qu'Everett n'avait pas pris ses médicaments contre l'anxiété depuis plusieurs jours et qu'il était là ce soir pour s'assurer qu'il les prenait. D'un ton effrayant, David a forcé Everett à prendre le médicament. Everett, n'ayant pas le choix, fit semblant d'avaler les pilules puis se rendit dans la salle de bain pour les recracher. Pendant ce temps, chez Tia, puisque tout le monde était parti, Tia profitait d'une baignade seule. Alors que Tia se reposait au bord de la piscine, elle crut entendre un bruit. Curieuse, Tia se retourna pour voir ce que c'était, mais ne vit rien. Au moment où Tia s'apprêtait à continuer à se détendre, le loup-garou apparut. Au même moment, Austin, qui avait pris trop de champignons, était allongé à l'intérieur de la maison en train de se reposer. En se réveillant, il vit quelqu'un sur le toit en verre. Cette personne est Tia, qui venait de nager. Le lendemain matin, Everett se rendit chez Luna. Ils avaient trouvé Harlan et Cyrus. Il s'avéra que la nuit précédente, Harlan et Cyrus s'étaient retournés à l'écurie de la maison d'Harlan pour échapper à la foule bruyante. Pendant leur temps seul, Harlan découvrit que Cyrus n'était pas le mystérieux appelant. Parce que Cyrus avait simplement mis son numéro de téléphone sur caché. Cyrus a fait cela parce qu'il avait lui aussi reçu un appel d'un numéro inconnu. L'appelant mentionnait le défunt père de Cyrus. La personne voulait savoir ce qui était arrivé à son père 16 ans plus tôt. Comme son père, un pompier, était mort dans l'exercice de ses fonctions, Cyrus ne voulait pas que d'autres spéculent sur son père. Pour éviter d'être dérangé, Cyrus avait réglé son numéro de téléphone pour qu'il apparaisse comme un appelant inconnu. Harlan, avec son Wi-Fi, pouvait dire d'après le battement de cœur de Cyrus qu'il ne mentait pas. Alors, Harlan a appelé Everett et les autres pour entendre Cyrus parler de son père. Cyrus a dit que son père était mort dans l'incendie de forêt et que son corps n'avait jamais été retrouvé. En fait, les corps de toute l'équipe de pompiers tombés au combat n'ont jamais été retrouvés. Une seule personne a survécu à cet incendie. Le nom du survivant était Malcolm, qui travaille maintenant comme concierge à l'hôpital. S'il voulait en savoir plus, il pourrait peut-être lui demander. Les 4 se sont alors rendus à l'hôpital pour trouver Malcolm. Cependant, Malcolm n'a pas prêté beaucoup d'attention aux enfants qui le cherchaient, les repoussant constamment avec diverses excuses. C'était jusqu'à ce que Luna mentionne directement le loup-garou. Malcolm les a conduits dans une salle de stockage et leur a ensuite raconté ce qui s'était passé à l'époque. Il y a 16 ans, un incendie de forêt s'est soudainement déclaré et leur équipe de pompiers a été dépêchée pour le contenir. Mais l'incendie s'est rapidement propagé, piégeant Malcolm et 5 autres pompiers. Ils ont essayé de contrôler l'incendie, mais c'était inutile. La seule voie de sortie restante était la voie ferrée, mais un loup gris bloquait le chemin. C'était un énorme loup gris, apparemment déterminé à éloigner les pompiers. Voyant que leur vie était en jeu, les 6 pompiers n'hésitèrent pas et commencèrent à tirer sur le loup. À leur grande surprise, même après avoir épuisé toutes leurs balles et avoir touché le loup des dizaines de fois, il ne mourut pas. Chaque fois que le loup tombait, il se relevait rapidement. Jusqu'à ce que le père de Cyrus tire sur le loup gris dans le sourcil, le loup gris tomba et ne se releva pas. Mais le loup respirait toujours, alors ils décidèrent de le jeter dans le feu pour le brûler. À leur grande horreur, le feu fit muter le loup gris, faisant briller ses yeux, pousser ses griffes, gonfler ses muscles, et il se releva sur 2 pattes, ressemblant à un humain. Seul Malcolm réussit à s'échapper. Après avoir entendu cela, Everett dit rapidement que le loup-garou protégeait probablement son espèce. Peut-être qu'il voulait protéger d'autres loups, comme des louveteaux. Mais Malcolm dit qu'à ce moment-là, il n'avait rien trouvé d'autre que le loup-garou. Reluctant, Everett et les autres rentrèrent chez eux. Étant donné la situation actuelle,
Il semblait que le loup-garou qui avait attaqué l'équipe de pompiers à l'époque était probablement la mère biologique de Harland et Luna. Elle essayait de protéger Harland et Luna. C'est également à cause de l'incendie de forêt que Luna et son frère avaient été transférés sous la garde de Gareth. Lorsque la mère louve partit pour retourner dans la forêt en feu, Gareth apparut et ramena Harland et Luna chez eux. Il les élèverait pendant 16 ans. Ils commencèrent à suspecter que l'appelant mystérieux pourrait être le cerveau de tout cela. Son objectif pourrait être de attirer le loup-garou pour ensuite faire mordre Everett et Blake, mais la question restait, quel était son but ultime? Juste à ce moment-là, ils remarquèrent que les lumières de l'écurie étaient allumées. Ils se dépêchèrent d'y aller pour voir ce qui se passait. En arrivant, ils trouvèrent Gareth. Il s'avéra que pendant qu'il était à l'hôpital, Gareth avait trouvé Cyrus caché là. Étant donné que Cyrus était le principal suspect dans l'affaire de l'incendie de forêt, Gareth essayait de le convaincre de se rendre. En voyant son bon ami emmené, Harland devint instantanément furieux et donna un coup de poing à son père. Alors que Gareth, déconcerté, levait les yeux, il vit que Harland et les autres avaient maintenant les yeux brillants et des crocs. Harland, brisé, demanda « Regarde-moi, Harland, souviens-toi ». Harland et les autres ne savaient même pas comment il s'était transformé. Luna demanda à Gareth comment il avait fait. Gareth expliqua que c'était une légende ancienne. La légende disait que si on appelait le nom d'un loup-garou avec sincérité, il se souviendrait de qui il était et se calmerait, se transformant en forme humaine. Il ne s'attendait pas à ce que cela fonctionne réellement. Gareth ajouta que le loup-garou qui avait tué pourrait être leur frère, car hier, en tirant sur le loup-garou, il s'était transformé en humain juste devant ses yeux et ressemblait à leur frère, âgé de 16 ou 17 ans. Entendant la description du loup-garou par Gareth, Everett intervint en disant que c'était la même personne qu'il avait vue à la fête, Baron, mais il faisait partie d'une meute, son frère Ahon. Après avoir appris qu'il était le seul à pouvoir voir le loup-garou Baron, Everett choisit de rentrer chez lui et de dormir. Mais au milieu de la nuit, il se réveilla soudainement et remarqua que les poils de son corps se dressaient. En étant curieux, il fut surpris de voir le loup-garou Baron apparaître dans sa maison. Everett essaya rapidement de réconforter et de réveiller Baron, mais ce dernier ne semblait pas apprécier. Lorsque Baron s'enfuit, Everett voulut aller à la salle de bain pour essuyer sa sueur. À ce moment-là, Everett vit une silhouette dans le miroir, de dos, et la silhouette bougeait avec ses actions. Everett ne remarqua pas le mouvement derrière lui, et quand il se retourna, il vit à nouveau Baron. Voyant que tout était calme, Everett avança curieusement pour vérifier la situation. En bas, il découvrit que la porte d'entrée de sa maison s'était mystérieusement ouverte toute seule. Puis Baron chargea soudainement vers lui depuis l'extérieur comme un fou. Everett, terrifié, se cacha derrière un meuble. À ce moment, Baron se transforma de nouveau en une personne normale, murmurant quelque chose sur le fait de ne pas pouvoir arrêter ça. En voyant cela, Everett demanda rapidement à Baron ce qu'il devait arrêter, mais Baron ne répondit pas. Comme Baron ne s'était pas transformé en loup-garou, Everett, avec bravoure, sortit. Baron était replié, assis sur les marches. Everett trouva le courage de s'approcher. Baron dit qu'il n'était pas celui qui avait tué ces gens, mais la chose en lui. Il n'avait jamais pu la contrôler, alors elle prenait le contrôle de lui, utilisant son corps contre sa volonté pour blesser des humains. Alors que Baron parlait, l'eau commença soudainement à couler dans les escaliers. Everett vit Tia, qui avait été tué par le loup-garou, apparaître. Elle dit que Baron tuerait tout le monde, y compris Everett et Blake, parce que Baron pouvait créer une nouvelle meute à tout moment, n'importe où. Puis Tia disparut en parlant. Soudain, il faisait jour, et Baron était déjà parti. De l'autre côté, Roberto et Danny se préparaient à quitter leur motel après y être restés trop longtemps. Roberto demanda à Danny d'aller chercher leurs affaires, mais quand Danny arriva à la porte, il fut choqué de découvrir que la porte avait été forcée. Pensant que sa sœur était revenue, Danny décida courageusement d'entrer et de vérifier. Cependant, en s'enfonçant dans la pièce, il vit une grande quantité de sang sur le sol. Peu après, il trouva un corps dans la baignoire. La police arriva et prit le contrôle de la scène, découvrant que le corps dans la baignoire était celui de la disparue Tia. Blake était complètement inconsciente de ces événements, car elle et les frères et sœurs Luna étaient chez Everett, où ce dernier racontait tout ce qu'il avait vu la nuit précédente. Il dit que tout cela semble si irréel, mais en même temps si réel, comme si cela n'existait que dans son esprit. Harland suggéra que cela pourrait être l'effet de meute parmi eux, mais pourquoi cet effet ne touchait-il que Everett? Cela déconcertait tout le monde. Everett pensa qu'il pourrait peut-être attirer Baron dans un certain endroit. Ils avaient essayé les balles en argent pur, qui fonctionnaient vraiment sur les loups-garous, et il avait discuté de la loi de l'interaction mutuelle avec Harland à la salle de sport auparavant. Alors, Everett pensa que si Baron pouvait se transformer en loup, il pourrait aussi redevenir humain comme eux. Il voulait donc traquer et capturer un loup-garou. Il planifia de ramener Blake chez elle d'abord,
mais à leur grande surprise, en revenant, ils trouvèrent l'endroit entouré par la police. Voyant cela, Blake paniqua et se précipita pour demander ce qui s'était passé. Découvrir un corps à l'endroit où elle vivait rendit Blake encore plus anxieuse. Heureusement, Blake avait un alibi, donc elle ne fut pas arrêtée par la police. Cependant, alors que Blake et Danny regardaient tout se dérouler, Danny dit soudain qu'il avait vu Kristen dans le garage, mais Blake pensa que l'autisme de Danny était de retour. En effet, ils avaient vu Kristen dans le parking, pas dans le garage, mais Danny insistait pour dire que c'était bien le garage. Se sentant impuissante, Blake décida de ne pas poursuivre la conversation. À ce moment, Kristen remarqua et vint leur parler. Pendant ce temps, Everett et les autres découvrirent comment transformer Baron de nouveau en humain. Everett dit qu'il avait trouvé dans des livres anciens que le corps de Baron pourrait contenir à la fois un loup et un humain simultanément, contrairement à la fusion parfaite observée chez les frères et sœurs Harland. Ce qu'il devait faire était de tuer le loup à l'intérieur de Baron, puis de revivre Baron par des moyens médicaux. Ainsi, Baron pourrait redevenir humain. Mais contrôler Baron après sa transformation était extrêmement difficile. La seule solution était de piéger Baron dans un environnement de -70°C pour congeler le loup à l'intérieur de lui, puis de revivre Baron avec de l'adrénaline. Piéger Baron dans un congélateur n'était pas facile, alors ils avaient besoin de l'aide de Luna, car Austin était tombé sous son charme lors du dernier bal, et Austin était la prochaine cible de Baron. Ils décidèrent d'utiliser cela à leur avantage et de tromper Baron pour le faire entrer dans le congélateur. Pour le bien de sa meute, Luna accepta. Ils allèrent alors discuter du plan avec Austin. Sous la tentation de la beauté et sachant qu'ils ne pouvaient pas affronter un loup-garou seul, Austin accepta. Ils recouvrirent un couteau d'argent pur et le donnèrent à Austin, au cas où. Le soir arriva rapidement et Luna et Austin atteignirent le lieu désigné. Après avoir attendu un certain temps, Baron apparut enfin. Mais comme Luna était aux côtés d'Austin, Baron hésita à attaquer Austin. Luna réalisa que c'était à cause de sa présence. Alors elle demanda à Austin de la frapper pour provoquer l'instinct protecteur de Baron. Ainsi, Baron attaquerait. Mais Austin répondit qu'un homme bien ne frappe jamais une femme, alors il ne le ferait pas. Voyant cela, Luna commença à frapper Austin elle-même. Alors que Luna giflait Austin, il l'embrassa soudainement. En voyant cela, la rage de Baron fut instantanément déclenchée. Baron ne pouvait pas ouvrir la porte, alors il chercha une autre entrée. Lorsqu'il vit Austin s'enfuir, il se lança à sa poursuite sans hésiter. Mais Baron ne savait pas que la personne sous les vêtements était maintenant Blake. Avec sa vitesse surpassant même celle de Bolt, Blake était le choix parfait pour attirer Baron dans le congélateur. Après une longue poursuite, Blake conduisit enfin Baron dans le congélateur. Maintenant venait la partie cruciale. Comment sortir? Aucun d'eux n'était un adversaire pour Baron, alors Everett essaya d'appeler le nom de Baron pour le réveiller. Cette méthode fonctionna. Après les appels répétés d'Everett, Baron lâcha enfin prise. Ils profitèrent de cette opportunité pour s'échapper du congélateur. Après avoir été enfermé dans le congélateur pendant un certain temps, Baron se calma en écoutant le rythme cardiaque de Baron qui ralentissait progressivement puis s'arrêtait. Harland savait que le loup-garou à l'intérieur de Baron pourrait être mort, alors ils ouvrirent la porte et allèrent le secourir. À l'intérieur du congélateur, Baron se transforma en humain, mais à leur grande surprise, alors qu'il le secourait, Austin profita de l'occasion pour enfoncer le couteau recouvert d'argent dans le cœur de Baron. Après une douleur intense, Baron se retrouva sur un canapé d'hôpital. Un médecin vint le voir, mais étrangement, le médecin l'appela Everett. Lorsque le médecin convoqua les parents d'Everett, ils se révélèrent être Kristen et Garrett. Pour soulager la douleur de Baron, le médecin prépara une injection de sédatif, mais quand Baron regarda la seringue, il vit que le médecin allait lui injecter du mercure. Après une nouvelle vague de douleur, Baron se retrouva dans une voiture avec Danny à ses côtés. Garrett et Kristen se disputaient un téléphone, et leur lutte entraîna un accident de voiture. Après une autre vague de douleur, Baron se retrouva chez Garrett. Il entendit Garrett discuter avec un autre rangé à propos de Luna ayant tué un cheval blanc quand elle était jeune. Baron vit ensuite Luna enfant. Curieux, Baron tendit la main pour prendre celle de Luna, mais dès qu'il la toucha, il fut transporté ailleurs. Cet endroit était une jungle avec Cyrus assis à proximité. Cyrus l'appela Harland et lui dit de le tuer. Alors qu'il fuyait, Baron vit son ombre se transformer en loup, puis il vit un jeune Harland. À ce moment-là, Garrett apparut devant lui avec une arme et le tira sans hésiter. Baron réalisa finalement qu'il avait été poignardé dans la poitrine. Tout ce qu'il venait de vivre était à la frontière de la vie et de la mort, où Baron et Harland partageaient des informations à travers l'effet de meute. Les événements qu'ils vivaient étaient les expériences passées de Harland et des autres. Maintenant, Harland et les autres tentaient encore de sauver Baron. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Everett sonna soudainement. C'était l'appelant mystérieux.
Il dit qu'il devait retirer l'argent pur du corps de Baron ou il mourrait lentement. Lorsque la vie de Baron atteindrait 0, les super-pouvoirs d'Everett et de Blake disparaîtraient aussi, et il pourrait même mourir. Laisser Baron mourir semblait être la solution pour certains, mais les autres n'avaient pas suivi les instructions de Blake et firent tout leur possible pour enlever les résidus d'argent, ce qui ne fit que retarder la mort de Baron. Pour sauver Baron, ils devaient chercher de l'aide. Harland et Luna quittèrent rapidement la scène et allèrent à la station de police pour demander de l'aide à Gareth. Dès qu'ils arrivèrent, ils entendirent le shérif dire qu'il avait découvert un endroit où des loups-garous avaient entassé des cadavres humains. Gareth paniqua en entendant cela, car il craignait que la police découvre que ses enfants étaient des loups-garous. Il n'hésita pas et dit aux frères et sœurs Luna de rentrer chez eux. Pendant ce temps, Blake, prenant soin de Danny, l'amena chez Everett. Lorsque Danny vit Baron, il avait trop peur de s'approcher car il savait que Baron était le loup-garou qu'il avait capturé dans le parking. Il en doutait, disant que si c'était Baron transformé qu'il avait capturé, comment Danny avait-il reconnu que le loup-garou était Baron? À ce moment-là, Blake se souvint soudain que Danny avait dit avoir vu Kristen dans le garage aussi. Blake alla vite vérifier avec Danny, qui confirma que Kristen l'avait même serré la main. En entendant cela, Everett se rappela également que Kristen était apparue et lui avait serré la main peu de temps après qu'il ait été mordu par un loup-garou. Blake se souvint que lorsqu'elle et Danny avaient tenté de tester sa vitesse, Kristen était apparue et lui avait aussi serré la main. Tout cela pointait vers le fait que les loups-garous avaient cessé de les poursuivre parce que Kristen les avait marqués par une poignée de main. En reconnaissant cette marque, les loups-garous avaient cessé leur poursuite. Danny avait été sauvé par Kristen dans le parking, et après avoir marqué Danny, Kristen l'avait remis à Everett, créant l'illusion qu'Everett avait sauvé Danny. À ce moment-là, Luna et Gareth arrivèrent chez Everett. Gareth demanda immédiatement où se trouvait Baron. Sans hésiter, Gareth souleva Baron et se précipita vers l'hôpital, mais il ne savait pas encore ce qui les attendait. L'hôpital allait devenir un autre tournant majeur pour eux. Après avoir laissé Baron à l'hôpital, Kristen amena Roberto pour qu'il prenne Danny. Roberto expliqua qu'il pouvait offrir à Danny une vie meilleure. Après avoir emmené Danny, Kristen approcha Everett et lui promit de les protéger comme s'ils étaient ses propres enfants. Pendant ce temps, après avoir amené Baron à l'hôpital, Everett rencontra son père, David. David accusa immédiatement Everett de folie, affirmant qu'il avait cessé de prendre ses médicaments et ne craignait plus sa mère, donc il croyait qu'Everett avait perdu la raison. David amena un médecin de l'hôpital psychiatrique pour emmener Everett. Alors qu'Everett était emmené, Baron apparut en fauteuil roulant poussé par Malcolm, le pompier. Malcolm révéla que la mère de Baron était la pyromane responsable de l'incendie forestier, car elle avait besoin de chasser Baron de la forêt. Malcolm révéla également que sa mère était la même louve-garou qu'il avait rencontrée dans la forêt il y a 16 ans. Gareth découvrit que Baron était absent de son lit d'hôpital. Kristen arriva sur les lieux, trouvant un casque de pompier sur le lit. Voyant cela, l'expression de Kristen devint sérieuse. Elle demanda immédiatement à Gareth s'il lui faisait confiance. Après avoir reçu une réponse affirmative, Kristen guida Gareth loin de l'hôpital. Pendant ce temps, Harland se trouvait en difficulté à l'hôpital. Jason et ses hommes le trouvèrent, et Jason annonça qu'il soupçonnait désormais Harland d'être le tueur de Tran. Harland fut arrêté. Kristen, armée d'une arme à feu, arriva à une station de pompiers abandonnée et trouva Malcolm. Kristen lui annonça qu'elle était venue pour le tuer. Malcolm, clairement en quête de vengeance, déclara que son arme était chargée de balles en argent pur. Une fusillade éclata immédiatement, mais Malcolm, étant plus âgé, ne pouvait pas rivaliser avec Kristen, qui lui tira dans la cuisse. Gareth arriva pour aider Kristen et vit Baron caché sur le toit de la voiture. Se sentant désavantagé, Malcolm choisit de se retirer pour l'instant. Ils commencèrent alors une partie de cache-cache dans la station de pompiers. À ce moment-là, Kristen reçut un appel du mystérieux appelant. L'appelant disait qu'il savait tout ce que Kristen essayait de faire, qu'il avait toujours aidé Everett et les autres et continuerait de le faire. Après avoir dit cela, l'appelant mystérieux raccrocha. Sans autre choix, Kristen devait continuer à affronter Malcolm. En se retournant, elle croisa Gareth qui soutenait Baron, mais Gareth n'avait pas baissé son arme. Voyant cela, Kristen décida de tout révéler. Elle admit qu'elle était la mère des frères et sœurs Luna et que Baron était leur frère. Kristen expliqua que Luna et Harland avaient chacun des capacités uniques, et la capacité de Baron s'appelait transformation. Kristen posa sa main directement sur la plaie de Baron et en retirant sa main, la plaie de Baron était complètement guérie, sans même une cicatrice. À ce moment-là, Malcolm attaqua de nouveau. Kristen et Malcolm reprirent leur combat, mais en tant qu'humain, Malcolm ne faisait pas le poids face à Kristen. En 2 mouvements, Kristen l'avait saisi à la gorge. Gareth tira une autre balle sur Malcolm, mais même face à Kristen, Gareth ne baissa toujours pas son arme.
Il croyait que la présence des loups-garous perturbait l'équilibre écologique et constituait une menace pour les humains. Cependant, Kristen ne montra aucune peur des balles en argent dans l'arme de Gareth. Elle utilisa les frères et sœurs Luna pour convaincre Gareth. Kristen savait que tout ce que Gareth faisait était pour protéger les frères et sœurs Luna. Elle lui promit qu'elle ne leur ferait pas de mal et les protégerait toujours parce qu'il était aussi ses enfants. Elle lui dit que Gareth pourrait toujours être le père des frères et sœurs Luna s'il le souhaitait. En entendant cela, Gareth s'adoucit. De plus, Harland étant toujours en garde à vue, il avait besoin de l'aide de Kristen. Gareth baissa sa garde et accepta l'offre de Kristen. C'est ainsi que la saison 1 de la série se termine. Alors, qu'avez-vous pensé à cette série? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour plus de résumés de séries et de films. À la prochaine!